Bon, chers amis, je voulais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'équipe de la maison d'Elsa Triolet et Louis Aragon. Vous nous apportez le soleil, c'est magnifique. Merci de votre venue. On est ravis évidemment de vous accueillir pour cet après-midi placé sous le signe d'Elsa Triolet. Je ne vais pas vous présenter les amis qui vont participer à cette rencontre, puisqu'ils vont le faire eux-mêmes. Ce que je veux dire simplement, c'est que le prétexte de cette réunion, c'est bien sûr de parler d'Elsa Triolet. Un des intervenants, Alain Trouvé, là-bas, qui est au bout de la table, a écrit dans un autre livre: il ne fait pas souvent bon entrer de son vivant dans la légende. Vous voyez, il ne fait pas bon entrer de son vivant dans la légende. C'est un petit peu ce qui est fait à Elsa Triolet, à force d'avoir les yeux d'Elsa, les mains d'Elsa, Elsa, le fou d'Elsa, etc. L'écrivain, la femme, a un petit peu disparu à côté de son grand homme de mari, et nous, on fait tout ce qu'on peut pour lutter contre cette image. Souvent ici, quand on reçoit en particulier des hommes politiques, ils croient nous faire plaisir quand ils disent « Ah, Elsa Triolet, c'était la muse du poème ». Alors nous, on dit « Mais non, vous avez trouvé autre chose que ça ». Parce que la muse, ça n'existe que dans le papier et dans l'écriture de quelqu'un d'autre qui proclame la muse. Donc la muse, si l'on veut, mais surtout voyons ce qu'a été vraiment l'écrivain. Voilà. Aragon, lui, qui se rendait sans doute compte, mais ils vont nous le dire, qu'il était à l'origine un peu de cette mise en second plan, a fait tout ce qu'il a pu quand même pour montrer qu'il fallait croiser leurs œuvres, qu'il avait beaucoup discuté dans ses propres textes, les textes d'Elsa Triolet, que c'était un grand écrivain, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, je dois vous dire, et c'est pour ça que je remercie nos amis de leur présence, je dois vous dire que c'est dur de parler d'Elsa Triolet et de la faire reconnaître comme un écrivain d'une importance qui est la sienne. Par exemple, son éditeur, Gallimard, se refuse à faire un Pléiade Elsa Triolet. Ou bien même si on prend une sorte de sous-Pléiade qu'est Quarto, se refuse de faire un Quarto Elsa Triolet. Vous voyez, donc on trouve les livres de Folio, mais on en trouve, il y en a certains qu'on ne trouve plus, par exemple un livre qu'on aurait bien intérêt à lire aujourd'hui, Le Rendez-vous des étrangers, magnifique livre d'Elsa Triolet, on ne le trouve plus, ni en folio, ni ailleurs, vous voyez. Alors, voilà, donc je suis d'autant plus sensible à ce que nos amis soient là, puisqu'ils ont fait un colloque consacré à une lecture actuelle d'Elsa Triolet, que certains de leurs participants, je parle aussi à celle qui a fait la magnifique, qu'il a conçu et dessiné la magnifique couverture du livre, si belle, lire Elsa Triolet. Ce sont les actes de ce colloque qui sont là, donc des articles. On a le livre qui vous attend à la sortie, voilà. Et maintenant, je crois que le mieux, c'est ça, je leur donne la parole. Ce que je voudrais vous dire juste peut-être, c'est avant de terminer complètement mon propos très rapidement, c'est vous dire que vendredi 16 mars, donc dans moins d'une semaine, nous aurons ici une soirée littéraire et musicale consacrée à Georges Sand et Chopin, qui est organisée avec le concours de nos amis du Conservatoire de Rambouillet-Territoire. Que le 17, le lendemain, samedi, nous aurons nous accueillerons le peintre Antonio Segui, qui nous a fait cette magnifique exposition là que vous avez autour de vous. Et Antonio Segui, on n'a pas pu faire un vernissage au début de l'exposition,
émission parce qu'il était en Argentine. Et là, il sera rentré et il sera là samedi prochain, donc dans 10 jours exactement. Si vous êtes dans les parages, si vous voulez discuter avec lui, ben, c'est un homme formidable, très accessible. Et puis vous voyez ces toiles-là, qui sont si énigmatiques et en même temps qui nous parlent tant, ben, vous pourrez le rencontrer samedi prochain. Et puis je termine tout à fait en vous disant que le dimanche 25 mars, comme ça j'aurais fait le tour du mois de mars, nous aurons un concert de jazz ici, donné par une association qui a une implantation locale, qui s'appelle Jazz à toute heure, que vous connaissez, et nous aurons Flo Bauer, une soirée autrement dit consacrée au blues. Le blues. Oui. Je poursuis en écho à ce que tu as dit et à ce que tu as présenté pour signaler à ceux d'entre vous, donc je suis Patricia Principali, présidente de l'ERITA, l'équipe de recherche interdisciplinaire ELSA-Triolet à vous, pour vous dire donc que ceux qui n'auront pas la chance d'être ici samedi prochain pour assister au vernissage et qui se trouveraient à Paris peuvent assister à un séminaire le samedi 17 matin à l'Université Paris 7 où il y aura une présentation d'une jeune sociologue sur la réception et la trajectoire littéraire d'Elsa Triolet, justement d'un point de vue genré. Donc ça fait tout à fait écho à ce que nous allons entendre et à ce que tu as expliqué. Merci, ma chère Patricia. C'est vrai que j'aurais pu ajouter cet événement parisien, mais parce qu'il se passe à Paris, mais qui n'est pas du tout parisien dans l'esprit, qui est au contraire très accessible à tous, de nos amis de ERITA. ERITA, comme elle l'a dit, je ne sais pas, vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire équipe de recherche interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Louis Aragon. Ce sont des chercheurs et des universitaires aragoniens qui ont passé leur thèse sur Aragon, sur Elsa Triolet, et qui se voient régulièrement pour constituer un séminaire. Voilà, mais maintenant, chers amis, à vous, place à Elsa Triolet, telle qu'on peut la dire aujourd'hui, à l'écoute du radar poésie. C'est ça, le titre exact. Tout à fait, c'est le titre complet. Voilà. Merci Bernard, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être venus. Alors je vais dire quelques mots avant de passer la parole à mes voisins, au nom de Marianne Delran, qui est à côté de moi, et donc de moi-même, Alain Trouvé, de l'Université de Reims, pour vous présenter très rapidement ce livre que vous pourrez acquérir ici si vous le souhaitez, comme Bernard vient de le dire. Auparavant, je tiens à remercier le Moulin pour le soutien financier apporté à la fabrication de ce livre, ainsi que l'équipe ERITA qui vient de se présenter par l'intermédiaire de Patricia Richard Principali, et ainsi que l'Université de Reims et son laboratoire de recherche, le CRIMEL dont je fais partie, qui nous a également subventionné. Reims et Elsa Triolet, c'est une assez ancienne histoire, puisque en 1993, c'est affreux, il y a déjà 25 ans, j'ai présenté une thèse sur Elsa Triolet, ce qui était complètement inconscient pour quelqu'un qui aurait voulu faire carrière, soit parce que, évidemment, ce n'était pas le sujet porteur. Mais ça n'était pas non plus ce qui m'intéressait au premier chef. Ce qui m'intéressait au premier chef, c'était à la fois l'œuvre d'Elsa Triolet, mais surtout des questions de lecture. Et ma thèse s'intitulait dans sa version d'origine, avant de devenir La lumière noire d'Elsa Triolet, pour une relecture d'Elsa Triolet. Donc, Elsa Triolet, ça pose des questions de lecture, comme tout écrivain digne de ce nom. Un mot donc sur le volume. Vous avez ici 5 des contributeurs qui vont se présenter à vous-même, à vous par eux-mêmes, et vous dire un petit peu pourquoi ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont envie de dire sur ce sujet. Signalons que dans ces contributions, il y a plusieurs contributions étrangères. Université de Durham, Angleterre, Université Laurentienne du Canada, Université Complutense de Madrid, Université d'Augsbourg, Allemagne. Nous avions dans le colloque également une autre collègue d'une autre université allemande. Je n'en ai pas oublié, je crois, pour les contributeurs étrangers. Et ceci situe déjà bien un peu un des aspects du problème. C'est que si Elsa Triolet est regardée avec commisération par certains qui n'ont pas beaucoup lu aujourd'hui
en France, elle est davantage étudiée et intéressée à l'étranger. Comme on dit parfois, nul n'est prophète en son pays, on pourrait dire ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On a entendu tout à l'heure dans la visite qu'elle est même traduite au Japon, vous voyez. Donc il y a quand même des choses qui peuvent faire réfléchir. Et le dernier élément que je veux mentionner avant de me taire provisoirement, c'est le fait que dans ce volume, et nous en sommes assez heureux aussi, nous avons recueilli 3 contributions supplémentaires de collègues qui n'avaient pas pu être là pour la journée d'études, et nous avons réalisé une parité parfaite, puisque ce volume a été réalisé par 5 hommes et 5 femmes. Parce qu'il n'y a rien de pire que les écrivains pour les femmes et les écrivains pour les hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc, moi j'ai prévu de vous raconter tout à l'heure quelques histoires, quelques petites histoires qui, je pense, peuvent intéresser. Surtout, il y en a une, c'est une histoire à énigme, mais je n'ai pas la solution définitive. Donc, c'est quelque chose que je voudrais un peu livrer à votre réflexion tout à l'heure. Mais peut-être on va déjà un petit peu chacun parler à son tour. Et j'oubliais de dire que parmi les hommes contributeurs, l'un d'entre eux devait être là ce matin, ce midi, cet après-midi, c'est Nicolas Mouton, que certains connaissent peut-être, qui fait une recherche sur les archives audiovisuelles, les archives sonores plus exactement d'Aragon, mais qui s'est tout naturellement trouvé amené à étendre son investigation aux archives sonores des Atriolets. Alors on peut peut-être éventuellement, et parce que c'est très court et en guise d'introduction, comme il n'a pas pu être là, il nous a envoyé une archive de 3 minutes 30, voilà, qui peut un peu peut-être servir de... On peut faire ça, et puis après, chacun pourra intervenir, donc je vais essayer de lancer ça. Voilà. Pouvez-vous avoir envie parfois, Elsa et Louis, de quitter votre maison de Saint-Arnoux en Yvelines? Non, jamais. D'ailleurs, nous le quittons très peu. Nous le quittons pour le travail, pour venir à Paris. Mais pour le reste du temps, nous avons choisi cette maison précisément parce que le pays alentour nous plaisait beaucoup. Mais nous ne sortons jamais de chez nous. En fait, il y a trop de travail et le jardin prend Elsa, les arbres, les chemins m'occupent, et finalement nous ne sortons jamais. Il y a combien de temps que vous êtes installé ici? Nous y sommes depuis 8 ans. Presque 9 ans déjà. Et dans quel état c'était quand vous l'avez trouvée? Bien, la maison était très bien, telle que vous la voyez maintenant. Le jardin, il n'y en avait pas. C'était un terrain vague. Mais c'est ça, le plaisir de la campagne, c'est de faire d'un terrain vague un jardin. Est-ce que vous voudriez essayer de nous décrire un peu cette maison? Oh, c'est une vieille ferme, c'est un moulin dont on a enlevé la roue et laissé la cascade qui traverse la maison, ce qui est un amusement, le grand opéra. Moi, je dois dire que cette maison m'a servi à une chose fondamentale, elle m'a sauvé la vie, parce que je me portais très mal, j'avais des choses au cœur, et tout ce qui peut me permettre de survivre, c'est le fait qu'ici, il y a l'oxygène, d'une part, et d'autre part, le travail physique, le travail physique sérieux. C'est-à-dire, vous entendez par cela le travail qui consiste à s'occuper des arbres, des fleurs, des pelouses? Ah non, les fleurs, c'est Elsa. Moi, je ne suis pour rien dans les fleurs. Eh bien, s'il vous plaît. Moi, je fais le terrassement, j'abats des arbres, je m'occupe de toutes les choses qui permettent qu'on passe à travers la jungle sans cesse renaissante. Je fauche pendant des heures. Et Elsa? Enfin, je laisse à Louis le ménage, pour ainsi dire, de la nature. Commencer le ménage, ce n'est jamais fini. On recommence constamment. Moi, je sème, je plante, je coupe les fleurs fanées, j'en repique d'autres, etc. Une fleur à votre préférence? Non. On croirait que ce sont les roses à cause de mon dernier roman, mais pas en réalité. J'aime toutes les fleurs et j'aime changer. C'est pour ça que j'aime beaucoup les fleurs annuelles, pas seulement les fleurs vivaces. Parce que comme ça, on est obligé de les changer, on en met d'autres couleurs. Comment se passe une de vos journées à Saint-Arnoux en Yvelines? Louis se lève très tôt. Il se lève
souvent à 6 heures du matin, et puis où il écrit, où il s'en va dans les bois faire son travail de faucheur et de faire son terrassement, tandis que moi, je me lève très tard parce que j'écris toujours au lit, et ici j'écris beaucoup, alors je n'apparais que vers midi, 1 heure. En fait, cette maison a l'air surtout de produire des fleurs, il sort beaucoup de livres. Alors, on n'a rien, il n'y a pas de protocole, donc chacun s'exprime quand il veut. Non, voilà. Moi, je dois venir près de l'ordinateur, mais ouais. je viendrai peut-être en dernier ou enfin pour pas. N'importe, comme vous voulez. C'est égal. Bah alors, Marianne, Oui. je sais pas comment c'est. Comment on fait Alors, Marianne est bien. Bon, alors je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai étudié, puisque vous m'entendez là? Oui. Puisque le sujet de notre journée d'études, c'était la lecture d'Elsa Triolet, lire Elsa Triolet aujourd'hui. Et donc j'ai choisi de m'intéresser à son roman le plus connu sans doute, qui est Rose Zacrédi. Alors je dois préciser, oui, que je ne me suis pas présentée. Marianne Delrang-Gaudry, j'ai fait une thèse sur Elsa Triolet aussi, un petit peu avant Alain, en 1991. Et effectivement, c'est pas porteur du tout à l'université. On m'a même dit que si je voulais avoir un poste quelque part, il fallait que je m'intéresse à quelqu'un d'autre qu'à Elsa Triolet. Et puis j'ai pas eu de poste. Mais j'ai continué les recherches sur Elsa Triolet. Ma thèse portait sur ses premiers romans en russe et le passage du russe au français, c'est-à-dire que j'ai lu ses manuscrits en russe, j'ai étudié la façon dont elle a créé ses premiers romans et comment ensuite elle s'est mise à écrire en français Bonsoir Thérèse, qui était son premier roman en français. Voilà, puis ensuite j'ai continué au sein de l'équipe qui a été présentée tout à l'heure là, par Patricia, l'équipe de recherche interdisciplinaire, qui au départ était une équipe CNRS, qui a été renouvelée une fois, et puis qui ensuite, n'ayant pas été renouvelée une troisième fois, s'est constituée en équipe indépendante, si vous voulez, regroupant des chercheurs de différentes origines, de différentes universités. Voilà, donc je me suis intéressée à Rose Zacrédi et à la lecture, alors une triple lecture, la lecture d'abord que chacun peut en faire, que tout un chacun peut en faire, et qui en est faite aussi dans certains manuels scolaires qui ont choisi de présenter ce roman. Une autre lecture, donc une lecture un peu parallèle qu'en a faite le cinéaste Amos Gitaï, qui a créé un film intitulé aussi Rose Zacrédi il y a quelques années. Un film qui aurait dû passer au cinéma en 2009, mais qui n'a pas eu l'autorisation d'être projeté en salle et qui est passé à la télévision le 22 juin 2012. Alors, il n'a pas eu l'autorisation parce qu'on a considéré, le Centre national du cinéma a considéré que la version cinématographique n'était pas suffisamment différente de la version télévisuelle. Mais c'est bien dommage parce que c'était un très, très beau film. Et puis une troisième lecture, celle qu'Aragon a fait de ce roman, Rose Zacrédi, dans son poème Elsa, son long poème Elsa, écrit en 58-59, à peu près en même temps qu'Elsa Triolet écrivait Rose Zacrédi, et la lecture qu'il en a faite aussi dans son recueil qui s'appelle Les Poètes, qui est paru en 1960, donc juste après la parution de Rose Zacrédi. Alors, généralement, ce roman est considéré comme une critique de la société de consommation. Société de consommation qui se développe dans les années 50, pardon, et que critique déjà Boris Vian, par exemple, dans son poème La complainte du progrès, qui a été chanté, qui est très, très humoristique, qui date de 1955. Et que Georges Perec a également critiqué dans Les Choses, mais Les Choses, c'est un petit peu après, c'est en 1965. C'est ce sens-là qui est souligné dans les manuels scolaires. Et c'est le sens qui est aussi privilégié par Amos Gitaï,
ainsi que par sa scénariste qui s'appelle Marie-Josée Anselme, dans son très beau film avec de grands acteurs. Il y a Léa Seydoux qui joue le personnage principal, Catherine Jacob, Pierre Arditi, Ariane Ascaride, Grégoire Le Prince-Ringuet, Ariel Dombal, Valéria Bruni-Tedeschi, etc. Donc une brochette de très très grands acteurs. Alors Amos Gitaï a gardé du roman le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre, et il montre que ce qu'il aimait, dit-il dans le livre, c'est la métaphore d'un pays dévasté par la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a laissé des cicatrices très profondes et rendu les gens méfiants par rapport aux idéologies. Ce que le livre disait de la société de consommation, elle enferme les individus, casse leur intimité, reste pertinent aujourd'hui. Ce qu'il reprend, c'est cette histoire d'une jeune femme, je ne sais pas si tout le monde a lu ce roman, une jeune femme qui est d'un milieu très très pauvre, qui passe son enfance dans une cabane avec sa mère à l'orée d'une forêt. Sa mère a plusieurs enfants et le père est parti. Donc elle passe cette enfance très pauvre, et puis petit à petit elle s'émancipe, elle travaille dans un institut de beauté, elle devient esthéticienne, et elle se marie avec un jeune homme qu'elle a rencontré dans son village, qui lui est d'une famille plus aisée, parce que c'est une famille de rosiéristes, de créateurs de roses. Et petit à petit, elle se lance dans des achats, et des achats de plus en plus importants, des achats qui l'endettent, au point que son mari, dépensant tellement, son mari finit par la quitter, et l'histoire se termine très très mal. Mais à la différence du roman, dans le roman, Elsa Triolet fait terminer son personnage de façon atroce, puisque, étant ruinée, elle retourne dans la cabane de sa mère et elle est dévorée par les rats. Contrairement à Elsa Triolet, Amos Gitaï termine son film non pas par un drame, mais par une sorte de saut temporel dans notre époque. Ça se termine pas mal, ça se termine presque sans fin, si vous voulez. On peut imaginer la fin. Il fait une sorte de saut temporel dans notre époque à nous, et on voit l'héroïne sur les quais de la Seine, sur le quai du Louvre, traversant toute la circulation automobile intense sur ce quai-là, et échappant à tout accident. Donc elle zigzague entre les voitures, on se demande si elle va se faire écraser, mais non, elle traverse toutes ces voitures énormes, tout ce flot de voitures, et elle disparaît sur le trottoir opposé, tout ça sur une très jolie musique qui est une chanson de Mouloudji qui s'appelle Les rues de Paris. Alors, Amos Gitaï dit « J'ai conçu cette conclusion comme une passerelle temporelle entre les deux époques, et c'est une façon de dire que les problèmes de la consommation posés par Elsa Triolet sont toujours nos problèmes actuels. » Alors, à la suite de la projection de ce film, donc la seule projection qui a eu lieu à Saint-Ouen quand c'est sorti, et que j'ai eu l'occasion de voir, et qui s'était faite en présence de la scénariste, donc j'ai posé la question, pour quelle raison est-ce que vous avez changé comme ça la fin de l'histoire? Et la scénariste a expliqué qu'elle et Amos Gitaï avaient trouvé que la fin était trop dure, et que Martine, le personnage principal, ne devait pas être puni pour avoir voulu disposer du confort moderne. Et ils avaient donc un parti pris féministe, si vous voulez, avec l'idée que le progrès technique, les machines à laver, etc., tout ça, ça soulage la femme, Moulinex libère la femme, et donc il ne fallait pas que Martine soit punie pour avoir voulu disposer de tout ce confort. Et d'ailleurs, le mari dans le film est montré d'une façon un petit peu critique, pour ne pas dire plus. Mais alors, donc ça c'est une première lecture. Mais si on lit bien le roman, en fait, il faut se souvenir qu'Elsa Triolet intègre ce roman Rosa Credi dans un cycle qui s'appelle L'âge du nylon, qu'elle appelle L'âge du nylon, et elle explique ce qu'elle entend par ce terme de nylon.
Elle dit dans sa postface, aux 3 romans qu'il comporte, de nylon pour ne pas dire de plastique ou d'atome. De nylon inoffensif, transparent, solide et inflammable. Notre âge énigmatique et opaque, malgré sa transparence solide, c'est un âge risqué, dangereux, ingrat et incompréhensible pour celui qui le subit. Voilà, donc pour elle, c'est un âge contradictoire, si vous voulez. Le nylon est à la fois inoffensif mais inflammable, transparent, mais c'est aussi le plastique opaque. Donc ce qu'elle montre, c'est la nature contradictoire du progrès. Et elle dit aussi dans la petite préface qui précède ce livre, le XXe siècle, comme tous les autres, depuis que le monde est monde, oscille entre son passé et son avenir, et dans l'histoire que voici, la matière plastique est au fond des cavernes. Le confort moderne a servi ceux qu'il devrait servir. Les chevaliers croisent le fer pour la science. Alors, la matière plastique est au fond des cavernes. C'est ce thème-là qu'on retrouve dans son livre, avec l'opposition entre la cabane à l'orée de la forêt, qui est une espèce de caverne, et puis le progrès, le confort moderne qui est cette matière plastique. Et donc, ce qui apparaît dans le livre, c'est que si le personnage principal, Martine, se lance dans des achats effrénés, ce n'est pas seulement par le goût du confort, qui serait quelque chose de louable, mais c'est pour sortir d'une angoisse qui est liée au passé, qui est liée aussi à la mort. Quand Martine est dans la vieille maison de famille de son mari, puisque son mari a une famille d'horticulteurs, de rosiéristes, avec une vieille ferme un peu comme ici, si vous voulez, mais ici c'est bien rénové. Donc quand elle est dans cette vieille ferme, la peur s'empare d'elle. Et voilà ce qu'écrit Elsa Triolet, la peur de ceux qui avaient été ici vivants, de leur voix qui s'était tue, de leurs efforts, de leur destin. Martine ne se trouvait bien que là où personne n'avait respiré avant elle. Ici, elle avait peur. Et Martine, c'était une femme cernée par les loups du mystère. Pour ne pas périr de peur, il lui fallait une vie salement humaine. Elle n'avait pas les filets de sécurité que donne une pas trop grande culture, quelques connaissances explicatives auxquelles on croit dures comme fer, et qui sont les superstitions du XXe siècle. Pour retrouver la grande peur, il faut en savoir plus long. Les grands savants doivent la connaître. Ils en savent assez pour savoir qu'ils ne savent rien. Alors voilà, donc si vous voulez, elle dépasse cette question de consommation immédiate pour remonter aux origines de ce qui fait que Martine se lance dans quelque chose qui lui fait oublier ses inquiétudes. Au contraire, son mari, Daniel Donnel, lui, rosiériste, est tout entier dans ses recherches. C'est un scientifique et il veut créer une rose moderne qui aurait le parfum des roses anciennes. Donc ça, c'est un leitmotiv qui revient dans le roman. Donc ce désir de conserver du passé ce qu'il peut avoir de meilleur, le parfum des roses, et puis de créer une rose moderne qui serait belle, qui aurait de belles couleurs. Bon. Donc ce personnage est dans le futur. Il prépare le futur comme la plupart des savants. Martine, elle, n'a pas accès à la science, elle n'a pas accès à la création, elle n'a pas accès aux connaissances. Elsa Triolet dit « c'est une sauvage qu'on aurait transportée dans un autre monde, un autre siècle, le nôtre ». Martine, la sauvage, veut se saisir des objets produits par l'âge de nylon et son premier idéal de pseudo-civilisé sera électroménager, etc. Voilà, donc si vous voulez, le problème qu'elle pose est plus complexe que celui de la simple consommation telle qu'on la conçoit généralement. Le progrès peut être à la fois merveilleux, mais son utilisation peut être aussi quelque chose d'aliénant. Si Martine était plus éduquée, si elle avait plus de connaissances, très certainement, elle utiliserait le progrès d'une autre façon. Quant à Aragon, troisième lecture, ce qu'il souligne, lui, alors il souligne aussi le thème de la contradiction entre l'ancien et le nouveau, l'âge de la pierre et l'âge de nylon, dit-il. Mais d'autre part,
il analyse dans son poème Elsa et dans son recueil Les Poètes, qui est paru donc en 1960, il analyse comment des images lui viennent en tête à partir du roman d'Elsa Triolet, du roman Rosa Credi. Donc comment Rosa Credi est source de création pour lui. Par exemple, dans son recueil Les Poètes, il se présente, lui, poète, comme l'oiseau prisonnier de son malheur qui se débat au barreau incompréhensible de sa cage. Et il trouve l'origine de cette image dans une scène de Rosa Credi où Martine, après que son mari lui a eu signifié qu'il voulait se séparer d'elle, lui a appris qu'il voulait la quitter, Martine est prise d'une sorte de folie et se débat à travers la pièce comme, dit-elle, un grand oiseau noir. Et non pas un oiseau, dit-elle, une chauve-souris. Le vol désordonné d'une chauve-souris aveuglée par la lumière, les ailes tranchantes, sinistres, infernales, ni oiseau ni bête, vivant à l'orée d'un monde noir peuplé d'animaux fantastiques. Alors, à l'orée d'un monde noir, on retrouve l'orée, enfin la cabane à l'orée du bois, de la forêt. Bon. Et cette image, Aragon la rattache à une autre image, une autre chauve-souris dont tu parlais ailleurs, dit-il en s'adressant à Elsa Triolet. Puis soudain, je la retrouve précisément liée au mot radar. C'est dans ce discours de Saint-Denis. Alors, on a vu tout à l'heure dans la visite un dessin sur cette visite à Saint-Denis. Ce discours de Saint-Denis où tu fis état précisément parlant de la création poétique, de cette donnée récente de la science, le fait que la chauve-souris se guide non point comme nous croyons le faire avec les yeux, mais par un sens inconnu, un radar situé dans sa langue, si bien que, si l'on cloue son bec, la voilà parfaitement incapable de sortir de sa cage ouverte. Comme Martine, et ce battement d'aile en moi, tandis que j'écrivais, engendre ce radar poésie. Ce qui explique le sous-titre un peu obscur de notre volume, à l'écoute du radar poésie. Il développe cette métaphore, si vous voulez, du poète à la langue coupée. C'est-à-dire, on voit la filiation, Martine se débat dans sa pièce comme un grand oiseau noir, pas un oiseau, dit Elsa Triolet, mais une chauve-souris. Et puis, cette chauve-souris, elle explique qu'elle s'oriente par un radar situé dans sa langue et que si jamais on cloue son bec, elle ne peut plus voler, elle peut voler, mais elle ne peut plus s'orienter ni sortir de la pièce où elle est enfermée ou de la cage où elle est enfermée. Et Aragon développe cette métaphore du poète à la langue clouée. Le poète, dit-il, qui perçoit la réalité par un sixième sens, comme la chauve-souris avec son radar, un sixième sens, dit-il, lié à l'amour. Et voilà ce qu'il écrit dans la partie « Elsa entre dans le poème ». La vie en mouvement, quels doigts l'ont-ils saisi? Quel lexique y a-t-il pour le vent et le sable? Il faut substituer au cœur inconnaissable à l'ancien alphabet le radar poésie. Je vois sans yeux, je suis une clameur sans bouche, je suis le phare obscur qu'on appelle pensée, j'ai fait de mon désir une force insensée, le mystère à mes pieds, terre à terre se couche. Et voilà, si vous voulez, comment Aragon s'inspire de ce qu'écrit Elsa Triolet, prolonge les images qu'elle trouve pour lui-même créer quelque chose d'autre, pour lui-même s'exprimer. Et on voit comment, si vous voulez, leurs œuvres dérivent l'une de l'autre. Là, c'est dans le sens Elsa Triolet-Aragon, mais ça peut être aussi dans l'autre sens, Aragon-Elsa Triolet. Et voilà pourquoi aussi ils ont publié des œuvres croisées. Donc voilà la lecture, si vous voulez, un type de lecture qu'il fait. Et donc il y a ces différents types de lecture. La lecture qu'on peut faire sur les questions de société de consommation qui sont tout à fait justifiées et réelles. Une lecture peut-être plus philosophique sur le progrès, la nature du progrès, contradictoire, et puis une lecture de création qui est celle d'Aragon. Voilà. On va peut-être enchaîner librement. Peut-être on pourrait tout de suite passer la parole à Daniel Gibra qui nous
nous a fait l'amitié, elle était là lors de la journée d'études, de faire la couverture de ce livre, et c'est intéressant peut-être d'entendre une artiste plasticienne nous parler de sa lecture des Atriolets et aussi de son rapport, disons, artistique à cette œuvre. Moi, c'est plus naïf, en fait. J'ai connu les Atriolets au lycée. J'ai vu, on m'a fait lire Rosa Credi au lycée d'Ivry en 4e. Donc bon, je connaissais Elsa Triolet et petit à petit j'ai lu d'autres livres. J'avoue que j'étais assez vite, j'ai assez vite trouvé que c'était assez bizarre la haine qu'elle suscitait, le fait comme si elle était la Yoko Ono d'Aragon, enfin bon, on lui reprochait tout, enfin bon. Donc j'ai un peu pris son parti comme ça un peu naïvement. Naïvement aussi, j'ai appris qu'elle avait vécu à Tahiti. Moi, j'ai vécu à Tahiti dans mon enfance aussi, donc c'était aussi un lien. J'ai mis du temps à trouver le livre en fait, qui à l'époque n'était édité que dans les œuvres croisées. Je vous le conseille, c'est un petit livre sur son séjour à Tahiti, quand avec son mari, Monsieur Triolet, je ne sais plus son nom. André, voilà. C'est un tout petit livre qui a été réédité il n'y a pas longtemps. Enfin, donc voilà. Ensuite, j'ai des amis qui sont occupés d'Aragon, dans la revue d'Igrave. Donc, à la maison, on parlait beaucoup d'Aragon. Du coup, je me disais, tiens, je vais relire Elsa Triolet. Et j'ai été vraiment bluffée par Écouter voir, qui est vraiment un livre étrange où elle a un projet esthétique assez ambitieux qui est de mélanger les images et les mots, et donc c'est quelque chose d'assez rare. C'est pas un livre illustré non plus, mais bon, avec le poids des images et des mots. Donc moi, en tant qu'artiste, ça m'intéressait. Et aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, et dans d'autres livres en fait, c'est sa mélancolie, cette émotion qu'elle a où elle s'imagine peut-être qu'elle va finir clochard vagabonde, quoi, qu'elle va errer, qu'elle va disparaître seule. C'est sa espèce de solitude foncière un peu triste, quoi, qui a dû être sa vie quand elle est arrivée en France, quand elle n'est pas de pays. Enfin, il y a quelque chose de très, très émouvant. Autre chose aussi, peut-être qui me touche beaucoup chez elle, c'est sa simplicité, c'est son exigence de simplicité. Alors, certaines personnes disent qu'elle écrit mal, que c'est une écriture plate. Moi, personnellement, je trouve que c'est une qualité, parce qu'elle dit le plus simplement possible des choses fortes, et quelquefois même elle dit qu'elle écrit avec un accent. Alors, il y a peut-être des fautes de français, mais il y a aussi des choses très subtiles, donc elle sait écrire, mais ce choix de la simplicité, moi, me touche beaucoup. Le choix aussi d'une certaine discrétion dans l'écriture. Elle ne fait jamais la maligne, il n'y a jamais des phrases qui font de l'esbrouffe ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un parti très esthétique qui me touche beaucoup. Voilà, en gros. On continue. Tu as lu le monument? Non. Non, ça aurait été intéressant d'avoir ton point de vue de plasticienne sur ce livre qui raconte les problèmes évidemment d'un sculpteur. Mais il faut que j'en ai encore beaucoup à lire. Mais il faut qu'on engage notre rencontre sur le monument. Lecture du monument. Je ne sais pas si vous entendez bien. Il y a un micro. Le micro marche. Oui. Je vais peut-être prendre le micro parce que sur les petits trois jeudis, dans le cadre d'un comité littéraire où on était dans une cave d'un restaurant où on se gelait, mais je n'ai plus qu'un filet de voile comme ça. Je suis sûre que vous m'entendrez. Je reste un peu parce que je voudrais. Oui, donc je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc, je regarde et j'ai besoin de voir l'écran. Sinon, sur un diaporama, c'est
Alors, peut-être vous dirais-je que c'est pour moi aussi beaucoup d'émotion d'être là aujourd'hui, parce que c'est la première fois que je viens ici, et c'est un lieu sur lequel j'ai beaucoup fantasmé. Et je crois que je vais commencer par vous parler de mon rapport à Elsa Triolet, de ma découverte, qui a été un petit peu un événement dans ma vie, dirais-je, puisque le jour où je la lisais pour la première fois, j'étais dans un avion, je quittais mon pays, j'allais travailler à York, bon, pas très loin, me direz-vous, au Pakistan, mais c'était quand même une coupure culturelle. C'était aussi une rupture dans ma vie. Et le premier texte que j'ai lu d'elle, c'est Luna Park. Et je lui dois, je dois la lecture de Luna Park à Aragon. Donc, comme j'ai rencontré Aragon, je l'en ai remercié de m'avoir fait découvrir Elsa Triolet. Et ça a été un coup de cœur, un coup de foudre. Je ne sais pas si on n'a jamais parlé de coup de foudre en littérature, au point que j'ai essayé une fois que je suis rentrée du Pakistan, j'ai essayé de lire un petit peu tout ce que je trouvais d'Elsa Triolet, ce qui n'était pas facile parce qu'à l'époque on ne trouvait pas grand-chose, il fallait trouver des œuvres romanesques croisées pour arriver à trouver des ouvrages. J'ai lu, moi aussi je me suis intéressée à Rosa Credi, à l'époque où on faisait ce qu'on appelait un mémoire de maîtrise. Donc vous voyez la couverture, donc là on le trouvait en folio, c'est le livre sur lequel j'ai travaillé pour mon mémoire de maîtrise. Et comme Daniel vient de le dire, moi aussi j'étais, au fur et à mesure que je la découvrais, touchée par cette mélancolie, ce qui me semble être une solitude, peut-être non pas fondamentale, mais en tout cas que l'on retrouvait une faille, en tout cas certaine, entre l'image publique que nous avions d'Elsa Triolet et l'Elsa que je découvrais dans les textes. Il y a un roman qui m'a particulièrement interpellée, c'est Personne ne m'aime, et j'ai décidé de faire ma thèse. Alors moi, oserais-je le dire, je vais prendre un sacré coup de vieux, mais enfin ma thèse, je l'ai soutenue en 81. Pardon, oui, j'ai cru que j'avais débloqué quelque chose. Non, c'est bon. Donc j'ai soutenu ma thèse en 1981. J'ai travaillé sur un inédit qui est l'adaptation théâtrale qu'Elsa Triolet a faite à la demande de Louis Jouvet de la première partie de son roman Personne ne m'aime. Donc c'est un texte qui est aujourd'hui encore inédit, qui n'a jamais été monté dramatiquement. Peut-être, là je ne sais pas, j'ai rencontré, mais je vous en parlerai tout à l'heure, quelqu'un qui serait intéressé. Mais ce qui me frappait, voyez-vous, c'était que dans ce roman, elle dit « personne n'aime personne ». Alors pour cette femme qui a été chantée, qui est la muse de la femme aimée, ça pose question, vous en conviendrez. Et j'ai voulu travailler, cette contradiction m'interpellait. En fait, ma thèse a porté sur des questions très académiques, la transcription théâtrale de l'écriture romanesque, et je n'ai fait qu'effleurer ces questions-là. Aussi, quand on est venu me chercher bien des années plus tard pour participer à des ouvrages collectifs sur Triolet, je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de faire ce que j'avais peut-être manqué dans ma thèse. Et je voudrais faire écho à ce qu'ont dit mes deux collègues. Oui, je confirme que travailler sur Elsa Triolet dans l'université française n'est absolument pas porteur, au contraire. Moi, j'ai rarement candidaté sur des postes d'enseignant-chercheur, mais je peux vous dire que c'était un marqueur. Et puis, comme on a travaillé en plus sur un auteur qui a été récupéré par l'extrême droite, comme Louis Aymon, alors là, les gens ne comprennent plus rien. J'avoue que, oui, c'est moi, les auteurs qu'on abandonne, qu'on maltraite, ce sont des auteurs qui m'intéressent. Mais c'est vrai que peut-être que l'université française a aussi des efforts à faire de ce côté-là. Alors moi aussi, je n'ai jamais obtenu de poste dans le cadre de l'université française, mais ça n'est pas grave et ça n'a pas cassé. Je dirais mon enthousiasme et pour Louis Aymon et pour Elsa Triolet, bien sûr. Alors ce qui m'intéressait, c'était dans le cadre
d'interroger ces failles. C'est pourquoi je me suis demandé, parce que quand je faisais ma thèse, un jour j'étais malade, je vais voir ma docteure, qui était une vieille dame. Enfin, à l'époque, elle avait peut-être mon âge, mais à l'époque, j'étais un peu plus jeune. Donc elle me dit, ah, Elsa Triolet, formidable. Je dis, bon, vous connaissez? Elle me dit, mais oui, bien sûr, pendant la guerre, je peux vous dire qu'on lisait beaucoup plus Elsa Triolet que Louis Aragon. On l'a lu beaucoup plus. Bon, franchement, c'était la première fois, et je crois la seule fois où j'ai entendu dire cela. Enfin, j'ai entendu quand même une fois dans ma vie. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir aujourd'hui quelle est la représentation d'Elsa Triolet au début de ce XXIe siècle. C'est pourquoi je suis allée chercher, a priori, puisque Triolet est un marqueur idéologique, peut-être des visions antithétiques. Donc je suis allée regarder du côté négatif avec le choix de Céline. Et Céline, ça n'est pas un hasard. Elsa Triolet, qui savait lire, très bien lire, qui était une découvreuse de génie, c'est elle qui fait connaître Mayakovsky, je dirais, à sa sœur, qui dans un grand milieu intellectuel des futuristes, c'est elle qui va traduire Voyage au bout de la nuit. Et donc c'est assez intéressant de voir comment Céline la maltraite. On dirait, c'est Céline, ça n'est pas très étonnant. J'ai mis en rouge, bon, je n'ai mis qu'une citation parce qu'elle est évoquée plusieurs fois à travers ce roman qui est le roman de la fin de la guerre, post-guerre. Bon, on a l'impression qu'il tient un petit peu délirant. Mais vous voyez, il parle de Madame Triolette et son gastrique Aragon, donc entendez Aragon, traduisait au pluriel cette belle œuvre en russe. Et puis j'ai voulu l'opposer, je commenterai après, à une image, à une approche plus positive, celle d'historiens qui ont commis un dictionnaire des résistants, donc Elsa Triolet, la résistante, on se dit, a priori, ça sera positif. Or, je vous ai mis la page, si vous voulez, dans laquelle Triolet va être cité. Donc, ce sont les écrivains face à un événement, donc ils passent en revue la typologie des différentes attitudes que les écrivains ont eues. Donc, ceux qui ont carrément refusé d'écrire, et puis ceux qui ont joué un double jeu. Donc, Triolet, Aragon vont figurer dans le double jeu. Alors, je crois que je vais essayer de me rapprocher parce que je n'arrive pas à lire. Je pensais que sur mon... Je suis en train d'avoir pris ma tablette parce que ma tablette, j'ai tellement ça fait rien. En tout cas, Triolet apparaît en compagnie de... Ouais, non, je ne pas non plus. Triolet apparaît en compagnie de l'homme de sa vie. Et il est précisé entre parenthèses obédience communiste. Et si vous lisez tout l'ouvrage, vous verrez que, bon, je veux dire, la sympathie des auteurs n'est pas de ce côté-là politiquement. Certains résistants communistes ne sont pas forcément très très bien traités. La deuxième occurrence va réduire Elsa Triolet à Elsa. Je précise pour les non-universitaires que ce n'est pas du tout un usage académique, mais je rappelle que c'est quand même une pratique franco-française très habituelle de réduire une femme à son prénom, fût-elle experte. Ensuite, on va voir une association du nom de Triolet. Alors c'est quand même curieux dans un dictionnaire de résistants, associé à un collaborateur notoire qui est Lucien Rebatté, lequel a obtenu un Goncourt, et on va avoir une équation implicite parce que Rebatté et Triolet ont été récipiendaires du Goncourt, donc Rebatté en 1942, Triolet en 1945, comme vous le savez peut-être. Ce qui est impliqué, c'est que vous voyez que le succès au Goncourt est dû à l'ère du temps, c'est-à-dire à l'idéologie dominante, et la femme reste dans l'ombre de son mari, et le talent semble de circonstance. Alors, on
un diptyque apparemment antithétique, Triolette, je reprends le terme des historiens, versus, c'est-à-dire opposé à Elsa résistant, le portrait déformant bien sûr, puisque Elsa reste toujours l'épouse d'Aragon, elle est Elsa la Rouge, donc ça marque vraiment cette couleur politique. L'écrivaine est occultée parce que les historiens insistent lourdement sur cette idéologie dominante qui semble dire que bon, voilà, il faut lui donner quoi, ce qui est une récompense de ses actes de résistance. Et du coup, elle niait totalement, je dirais, ce qui fait la singularité de Triolet. Et pour moi, je dirais, c'est une Russe qui écrit en français. C'est une écrivaine. C'est une écrivaine. C'est mieux comme ça? Oui. Oui, je suis désolée. J'étais pour les enfin, oui. Donc, c'est une écrivaine qui écrit en russe, qui a commencé à écrire en russe et qui du russe est passée en français. Donc, c'est un travail sur la langue, c'est une très très forte conscience, je dirais, de la langue, de l'appropriation de la langue. Elle n'a cessé de le dire, de l'écrire, en particulier dans cet ouvrage que j'ai indiqué, La mise en mots, qui est un ouvrage testamentaire. Et de ce fait, elle a vraiment une très belle réflexion sur ce qu'est traduire. On dit communément traduire, c'est traduire, mais elle explique bien que traduire aussi, c'est faire l'effort de suivre les traces de l'autre, de le comprendre. Et je crois que c'est vraiment très important pour comprendre la suite de ce que je veux dire, ce qui est important chez elle. Alors Bernard a fait allusion tout à l'heure à ce très beau roman, Le Rendez-vous des étrangers. La traduction, je pense qu'il y a une pratique humaniste chez elle de la traduction. La traduction, c'est comme un passage vers l'autre, et cet autre, c'est l'étranger, c'est le mal-aimé. Et elle a une très très forte sensibilité à tous ces étrangers qu'elle a pu croiser, quelles que soient les raisons pour lesquelles un homme a quitté sa patrie, que ces raisons soient politiques, économiques ou sentimentales. Pour l'indigène, il est toujours un personnage sans aveu, douteux, louche, coupable de ne pas être à sa place. Vous savez qu'elle a été un peu traumatisée parce qu'à une époque, on l'a pris pour une espionne. Bon, elle a été convoquée à la police, ce qui n'est jamais agréable. Et comme elle avait gardé d'excellentes relations avec son époux qu'elle avait quitté, André Triolet, c'est André Triolet qui est allé pour elle témoigner qu'elle n'était pas une espionne. Et je ne sais par quelle aberration mentale, et dans le livre, et là, je n'ai pas terminé l'extrait de ce passage qui me paraît très important pour mon propos. Elle continue en disant « un étranger, une étrangère, c'est toujours au moins étrange. J'ai même songé à écrire jadis quelque chose qui s'appellerait étrange, étranger. » Et ça, je crois que c'est un sentiment qu'elle a gardé vraiment tout au long de sa vie. Alors, ce sentiment dont je parle se traduit chez elle, si je reprends un terme de Pessoa, l'écrivain portugais, par une intranquillité permanente. Elle est immigrée pour les Russes soviétiques qui lui reprochent d'écrire en français. Ici, elle est immigrée, elle est juive aussi. Et je dirais ça. Elle a quand même passé par un contexte historique où ça a pesé très très lourd. Dans Le Cheval Blanc, si vous n'avez jamais rien lu d'Elsa Triolet, j'ai envie de dire, lisez Le Cheval Blanc, c'est un merveilleux roman qui est quand même extraordinaire. En 1943, ce roman écrit par une juive, on paraît en 1943, c'est un immense succès. Et le personnage principal, très beau personnage, Michel Vigo,
à la petite princesse rousse qui est encore enfant, qui la retrouvera adulte, et qui, à l'interdiction de jouer avec les enfants juifs, lui dira « J'avais peur d'être juif ». Et vous voyez qu'elle, évidemment, ici ça pèse lourd de sang. Alors, cette intranquillité, on la retrouve, si vous regardez ces titres, on la retrouve dans différents titres de ses ouvrages, dont son premier recueil de nouvelles, Bonsoir Thérèse. La première nouvelle, c'est Une vie étrangère. Ensuite, dans Quel est cet étranger qui n'est pas d'ici, le mythe de la baronne Mélanie, qui est une réponse à Camus au mythe de Sisyphe. Bon, ils ont eu un échange épistolaire, et puis les deux, en fait, se connaissaient. Je crois qu'elle a, enfin parenthèse, qu'elle a dû partager avec Camus ce sentiment d'être un petit peu exclu de ce milieu littéraire pariso-parisien qui, duquel Camus se sentait un peu exclu, et je pense qu'elle aussi, elle venait d'ailleurs, et sa manière de parler le faisait entendre, même si par ailleurs, on a pu voir. Alors, cette intranquillité permanente l'a fait plaider, je dirais, bon, ce ne sont pas des plaidoiries enflammées, mais comme le disait Daniel tout à l'heure, par une simplicité d'écriture qui peuvent amener à comprendre des situations difficiles, à militer pour une politique migratoire qui soit beaucoup plus humaine. Je vous ai mis un extrait du Rendez-vous des étrangers qu'elle reprend dans la préface au Mal du pays à propos de l'accueil des étrangers en préfecture, parce que je crois que ce roman vraiment a des accents ô combien contemporains avec ce qu'on appelle aujourd'hui typiquement la crise migratoire. Vous voyez, donc elle parle de ces interminables couloirs de la préfecture, et elle dit que ça la faisait rêver cruellement de lire, et c'est une injonction, lisez ce tableau, alors je vais lire, direction des renseignements généraux et des jeux, section étrangers, mariage d'étrangers avec français, naturalisation nomade, pigeons voyageurs, rapatriement des indigents, réintégration dans la nationalité française. Bon, ça paraît un petit peu surréaliste, c'est la poésie administrative et préfectorale. Chaque ligne, dit-elle, commentait plus bas, des milliers et des milliers de destins. C'est dans les documents administratifs que j'ai appris que les immigrés n'avaient plus que le rêve pour les lier à leur patrie. Et en ce sens, pour moi, elle est effectivement très contemporaine et sans doute très, très proche de tous ces écrivains qui appartiennent à ce qu'on appelle la francophonie, qui ont été eux aussi longtemps considérés avec condescendance par les lettres françaises et l'université française. Je cite quelqu'un que j'ai défendu aussi, qui, j'en suis ravie pour lui, est aujourd'hui à l'Académie française, mais qui a commencé avec un premier roman sulfureux qui était difficile à présenter dans l'université française. Et Dany Laferrière, donc, qui est né en Haïti, a dû fuir son pays parce qu'il savait qu'il allait être assassiné. Un ennemi en lui apprend que s'il ne part pas, il doit partir. Donc, Chronique de la dérive douce, c'est son arrivée à Montréal. Il a migré à Montréal, et puis là, il a percé, il est devenu célèbre avec un premier roman qui sentait le soufre, Comment faire l'amour à des cannelles sans se fatiguer. Donc, voilà. Elle était aussi, et on le voit toujours dans le Rendez-vous des étrangers, très sensible au devenir des enfants de ces migrants. Et le prince russe parle de son fils qui fait des phrases, et je crois que ça fait pour moi vraiment écho. Je dirais, j'ai cité deux auteurs algériens, Netchma du temps de la colonisation, où Kaltabessine nous montre à quel point dans l'Algérie française, les jeunes Algériens ne pouvaient pas trouver leur place, les 4 héros ne pourront pas trouver leur place
que le commence et finit à l'île du Bouton, et plus près de nous avec Boalem Sansal, qui lui va s'intéresser à ce qui se passe dans le grand duré. Et je crois qu'il y a vraiment des résonances, des échos profonds entre ce rendez-vous des étrangers de Triolet et ces auteurs francophones et les thématiques soient répondables. J'ai voulu terminer mon étude présentée dans l'ouvrage par un regard de femme, qui m'a paru important parce qu'on a tous dit, là, nous qui venons de parler, qu'il y a l'image publique et puis l'écrier. Je crois que Agnès Varda était la seule dans les années 60, puisque son court-métrage sort en 66, à poser un regard différent sur Elsa Triolet. En fait, son court-métrage qui s'intitule Elsa la Rose ressortit à un projet qui était un projet de couple. Agnès Varda devait filmer Louis Aragon, ce qu'elle a fait, et Denis devait filmer Triolet, ce qu'il n'a pas fait. On ne sait pas vraiment pourquoi, je ne le sais pas, et je crois qu'Agnès Varda ne se l'a pas plus. Donc aussi, je disais que Varda pose un regard intéressant. Voici ce qu'elle dit dans ces tout courts de Varda sont sortis récemment. Voici ce qu'elle dit dans le bonus. J'ai aussi filmé Elsa qui me fascinait parce qu'elle assumait très courageusement son double statut, la vraie Elsa, vieillissant joliment, compagne et complice de lui, mais elle était aussi l'Elsa de rêve, la muse du poète, la rose absolue, une Elsa mythique et adorée, Elsa la rose. Or, je pense qu'elle arrive dans ce très court métrage à montrer tout cela et à suggérer très fortement, même à le faire entendre, en laissant parler Elsa Triolet, que Elsa Triolet est bien plus que la muse d'Aragon, même si effectivement le début avec Piccoli, la voix de Piccoli, leur rencontre rejouée à la coupole nous ramène à la femme aimée. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai envie de dire, je vous invite à voir ce très court métrage. Vous pouvez acheter les tout courts de Varda, parce qu'il y a vraiment des pépites. Il est ici, alors vous pouvez le trouver ici, mais vraiment ça vaut le coup de le si Elsa Triolet vous intéresse, ça vaut le coup de le voir. Et je crois que ce qui sera complémentaire, et je vais faire mon petit moment de réclame, de publicité, parce que ça me paraît extrêmement complémentaire. Hier soir, j'ai vu à Paris, au théâtre de Nesle, un spectacle qui s'appelle « Qui êtes-vous ? Elsa Triolet ». Et franchement, d'abord j'ai lu le texte de l'auteur, avant de commencer, c'est très court, je trouvais que c'était assez basique, mais la comédienne est absolument formidable, et surtout, ce qui me paraît important, c'est qu'elle a gardé l'accent d'Elsa Triolet. C'est une prestation, une performance d'actrice extraordinaire. On se dit, elle va pas tenir le coup jusqu'à la fin. Puis après, je me dis, non, elle n'est pas française, elle est russe, cette femme. Bon, moi, je n'ai pas l'oreille russophone. Peut-être qu'un russe aurait perçu quelque chose, mais... Et elle fait passer vraiment beaucoup d'émotions. Et là, puisque c'était par-delà les caricatures, je trouve que vraiment, on a une approche d'Elsa Triolet qui, pour une fois, nous sort des caricatures. Alors, je pense que c'est avant, si vous ne l'avez pas lu, si vous avez le bonheur de ne pas l'avoir lu, je veux dire que vous aurez le bonheur de la lire, de la découvrir, ce que vraiment je vous souhaite. Vous pouvez commencer par aller voir ce spectacle parce que c'est cette comédienne qui incarne Elsa Triolet lui donne de la chair, du cœur, elle me fait vibrer. Elle m'a fait pleurer. J'ai pleuré à plusieurs reprises tellement c'était émouvant. Alors, voici ce qu'elle dit de son accent russe qu'elle a voulu garder. Je n'insisterai pas parce que je crois que j'ai déjà été longue. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les initiatives, vous voyez, ne sont pas venues
au départ de l'université française, Alain insistait pour dire que lors de la journée d'études, il y avait beaucoup d'étrangers. Et c'est vrai que je me souviens, quand j'étais intervenue, j'avais été ravie de voir qu'il y ait autant de personnes venues d'ailleurs. Il y a un universitaire allemand qui a fait sortir en 2010 l'identité féminine dans l'œuvre d'Elsa Triolet. Bon, j'étais heureuse de pouvoir y collaborer. Vous avez une biographie très grand public qui se lit très agréablement, qui est intéressante sur les deux sœurs, Elsa Triolet et Lily Banick. Et puis, évidemment, il y a le livre dont Nick Paragon, et je suis très heureuse d'y avoir apporté ma modeste contribution, et je remercie Alain d'être venu me chercher pour y participer. Merci. Bonjour, moi aussi, je remercie Alain Trouvé et Marianne Delrande de m'avoir embarqué dans cette aventure. Je ne suis pas spécialiste des attriolés, c'est pour ça que je n'ai aucun mal à l'université. Je suis hispaniste, mais je suis un lecteur. Parce que c'est pire avec le micro. D'accord. Donc, je suis un lecteur de vieille date d'Elsa Triolet. Je suis arrivé à Elsa Triolet parce qu'à la maison, chez mes parents, il y avait des disques de Jean Ferrat, donc j'ai écouté Aragon. Donc, après avoir écouté Aragon, j'ai lu Aragon, puis je me suis pris à utiliser Aragon comme conseiller littéraire, c'est-à-dire que chaque fois que je voulais passer un nom propre dans l'œuvre d'Aragon, j'allais voir qui c'était. Donc j'ai lu Mayakovsky, j'ai lu Hölderlin, j'ai lu Elsa Triolet, et vraiment je suis tombé amoureux de l'écriture d'Elsa Triolet. Et puis je me suis retrouvé à la fac de Reims et donc collègue d'Alain Trouvé, et plusieurs fois Alain Trouvé dans son séminaire avait évoqué Elsa Triolet et en particulier une communication qui cherchait à se poser la question de savoir qu'est-ce que la littérature peut donner à entendre. Et il avait fait un exposé très intéressant sur écouter voir. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Et quand il m'a demandé cet article, j'ai choisi de partir de ce thème-là, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, chez Elsa Triolet, bien que ce soit une grande romancière, une grande prosatrice, elle s'est toujours sentie coincée par le fait de ne pouvoir qu'écrire. Et je vais reprendre l'image de Marianne. J'ai l'impression qu'elle se sentait comme une chauve-souris enfermée dans la cage de la pâle. Et toute l'œuvre d'Elsa Triolet est parcourue de personnages qui sont des artistes autres qu'écrivains. Elle parle beaucoup de musique, il y a un sculpteur, il y a une dessinatrice de bande dessinée. La bande dessinée, c'est déjà le métissage entre l'écrit et l'image. Il y a toujours chez elle le besoin d'en dire plus, avec cette impression que l'écrit ne lui permet pas tout, que Gutenberg n'est pas suffisant. Et ça apparaît le mieux sans doute dans la mise en mots, ce magnifique texte qui, sans être une étude, est une réflexion sur l'écriture, sur les sentiers de la création, dans la collection Skira, les sentiers de la création, dans lesquels elle parle de ses envies de musique, ses envies de textes, non pas illustrés, mais imagés, dans lesquels l'image ne vienne pas comme une glose de l'écrit, mais quelque chose qui soit global, une écriture globale qui mélange l'écrit et l'image. Mais on s'aperçoit aussi qu'elle a aussi envie de musique. Et d'ailleurs, elle finit par avouer dans la mise en mots que finalement, pour elle, le genre idéal, ce serait l'opéra. Donc voilà un petit peu sur quoi j'ai voulu écrire, en évoquant l'intérêt que le couple Triolet et Aragon avait pour la chanson, et en essayant de travailler donc sur ce besoin de métissage chez cette femme qui était étrangère, cette femme qui était à cheval entre deux nationalités, cette femme qui maniait les deux langues. Il faut dire aussi que j'avais bien fréquenté quelqu'un qui avait été une amie d'Elsa Triolet, qui était elle aussi juive, russe, expatriée, et qui lui téléphonait la nuit quand elle avait une nostalgie du russe. Elsa Triolet lui téléphonait pour parler en russe. Donc j'étais un petit peu au courant de cette problématique.
Et donc moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est de voir ce besoin qu'avait Elsa Triolet de sortir de ce carcan. Donc Dominique Arban. Dominique Arban, qu'on connaît à cause de ses entretiens avec Aragon. J'ai été pendant une dizaine d'années un très proche de Dominique Arban. Et voilà, c'est ce qui m'intéressait, travailler sur ce besoin de métissage, un métissage expressif, toujours mêler plusieurs genres, le texte et la musique, ou le texte et l'image, hein, et avec l'opéra finalement tout mélangé. Alors j'ai aussi rapproché ça du fait que Elsa Triolet avait eu une jeunesse au sein d'une famille cultivée, et que donc elle avait été introduite un peu à tous les arts, qu'elle avait été très proche non seulement de Mayakovsky, mais aussi de Rodchenko, qui était des rois du collage, et qui a souvent qu'il y a à la fin de la vie d'Elsa Triolet, à la fin de son œuvre littéraire, ce besoin de collage, qui apparaît d'abord comme une première tentative avec écouter, voir, et qui va arriver à son apothéose avec la mise en mots, donc ce texte dans lequel l'écrit et le manuscrit et l'iconographie s'harmonisent dans un ballet qui est tout à fait harmonieux. Et elle avait une formation d'architecte, et donc je rappelle dans mon article d'ailleurs que Le Corbusier aussi prétendait qu'il était en même temps architecte et cubiste. Et que Le Corbusier avait parallèlement à sa carrière d'architecte une carrière de peintre. Et l'architecture englobant un petit peu toutes ces choses-là. Donc je vois, moi, dans l'œuvre d'Elsa Triolet, une pionnière de ce qu'on appelle aujourd'hui le multimédia, et que, en fait, toutes les plaintes qu'on sent dans son œuvre, je pense qu'elle faisait un complexe un petit peu. Elle croyait que c'était elle qui n'était pas capable de faire quelque chose qui la satisfasse, alors que c'était pas elle, c'est la technologie qui ne lui permettait pas encore. Hein, et je crois que sans faire d'art-fiction, je pense qu'aujourd'hui Elsa Triolet aurait de loin dépassé le cadre de ce qui lui est imposé par l'écrit. Hein, et je rappelle d'ailleurs que le mot page, une page, c'est à l'origine, ça vient d'un mot latin qui voulait dire une borne. Une page, c'était quelque chose de limité, hein, et qu'elle se sentait limitée par la page. Alors j'ai eu cette réflexion aussi parce que j'ai toujours bien aimé mettre les mains dans le cambouis, et que pour mieux comprendre la littérature, j'ai appris à fabriquer du papier chez un fabricant artisanal de papier. Je sais comment on fait une feuille de papier, je connais la problématique, la problématique de la page, la problématique de la feuille, qu'est-ce que c'est qu'une page, et puis aussi que j'ai fait de la reliure, et que reliure c'est coudre, hein, et comme je dis, c'est un jeu de mots, mais je crois que les jeux de mots sont porteurs. Je sens chez Elsa Triolet quelqu'un qui cherche à en découdre avec le livre cousu. Enfin, j'ai pas réussi à faire de jeu de mots sur brochet, mais ça va venir. Donc voilà un petit peu ce que j'ai voulu montrer, cette femme qui pour moi est une pionnière du multimédia. Alors, je peux enchaîner, mais on peut aussi, si vous voulez, à tout moment, si vous souhaitez intervenir, ça peut être bien aussi qu'on ait un échange. On est là, pas simplement pour faire une espèce de série de conférences, mais pour avoir un échange avec vous. Hein. Donc n'hésitez pas. Ah, voilà. Je voudrais juste préciser, à la suite de ce qu'elle a dit dans le monsieur, elle a quand même créé des bijoux. Elle a créé des bijoux. Ah ben, j'ai oublié les bijoux. Oui, non, il y a... Oui. Ouais, j'ai oublié les bijoux. Alors ce que j'avais oublié, puis j'en ai parlé depuis, c'est que dans son dernier livre, hein, Le Rossignol à l'aube, le livre est en deux couleurs. Hein, il est bicolore. Il y a les parties qui correspondent aux récits qui sont alors la fameuse soirée, le texte écrit en noir. Et alors chez Folio, les passages oniriques sont en italique, mais dans le roman original, ils étaient en rouge. J'ai longtemps cru qu'ils étaient verts parce que mon cerveau a fait un croisement avec la couleur des lettres françaises, et donc je
je le voyais en vert, mais non, elle a écrit un livre en noir et rouge, par exemple, des choses... Non, je n'ai rien personnellement contre Gutenberg, mais l'écriture alphabétique était un peu trop petite pour ce qu'elle avait à dire. Alors, juste un petit mot sur Thierry, parce que comme il est modeste, il ne dit pas tout de son activité. Hein. On a particulièrement le plaisir de se retrouver dans le séminaire à Reims, parce qu'il m'a fait découvrir, lui, la littérature d'Amérique centrale, hein, du Salvador, du Guatemala, par exemple. Hein. Et puis aussi, c'est un traducteur. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui te rapproche finalement intuitivement des Atriolets. On a parlé tout à l'heure de son rôle de traductrice. Hein. Alors elle qui disait que, modestement, hein, parce que les Atriolets ont toujours une modestie, mais je crois que les grands sont modestes hein, d'une certaine façon. Elle a une modestie devant l'écriture poétique. Elle dit par exemple dans la mise en mots, je ne suis pas le vers, l'expression en vers français hein, ne m'est pas accessible. Je signale quand même, mais vous le savez évidemment, hein, qu'elle a dirigé la traduction d'une anthologie de la poésie russe, traduisant elle-même certains poètes avec des équivalents très difficiles mais très intéressants. Hein, et donc c'est quelqu'un qui ressent très profondément la poésie. Et donc je voulais juste dire, en commençant un petit mot sur cette histoire de poésie, si nous avons mis en sous-titre de ce livre à l'écoute du radar poésie, c'est-à-dire une expression empruntée à Aragon, qui revient dans 2 articles différents du volume, c'est simplement pour souligner peut-être justement cette dimension pas toujours connue de l'écriture des Atriolets, c'est-à-dire que c'est une écriture poétique. Alors, le mot poésie, il faut bien s'entendre. On peut, si on le comprend comme la poésie versifiée, ce n'est pas de la poésie, c'est du roman. Mais sa manière d'écrire le roman, c'est-à-dire d'accorder intuitivement les images, d'accorder les scénarios, c'est-à-dire le scénario mimétique et le scénario en même temps qui ressemble au monde réel et en même temps tout ce qui ressortit au son dont parlait à l'instant Thierry, ça c'est une autre façon de concevoir la poésie. Et dans la mise en mots, précisément, après avoir dit qu'elle n'est pas accessible au vers, elle revendique quand même sa part de poésie. Dans cette phrase, la poésie du roman est autre, elle est le courant chaud qui passe dans ses profondeurs, change sa température, sa faune et sa flore, elle est fondue dans sa masse, sel et sucre, et rêve du créateur. Alors voilà, ce sont des images concrètes. Je dirais, pour gloser un peu maladroitement, cette poésie-là, c'est une sorte d'accord intuitif. Un peu comme le chef d'orchestre accorde des ingrédients intuitivement. Alors j'ai dit que j'allais vous raconter 2-3 anecdotes pour finir, et donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors ces anecdotes tournent autour du plafond de verre dont a commencé à parler Bernard tout à l'heure. C'est le plus terrible. Il y a ce dont on parle dans les médias hein, aujourd'hui, on a raison, les femmes s'insurgent contre les violences qui leur sont faites, elles ont bien raison, mais il y a une violence symbolique qui est à peine plus supportable, si j'ose dire. La violence symbolique, c'est la violence du mépris, c'est la violence de l'occultation. Et cette violence-là, elle continue à perdurer. Parce que cette violence, finalement, elle provient à la fois de l'institution culturelle, de tous ceux qui lisent pour vous à l'avance. Hein, quand il y a des gens qui lisent pour vous à l'avance, eh bien le sort des Atriolets est déjà réglé, d'une certaine façon, avant qu'on ait ouvert un de ces livres. Or, justement, ce qui est intéressant, c'est de permettre aux personnes, et certains le font, hein, de retrouver un contact plus direct et finalement d'écarter ce plafond de verre. Alors, première anecdote qui n'est pas chargée d'énigmes, mais qui est simplement un témoignage. Je me suis lancé il y a 2 ans dans un cycle d'études des romans de la collection Les Sentiers de la Création. Je vais en reparler après. Il se trouve que la mise en mots, c'est le premier volume des Sentiers de la Création. Et donc, comme j'ai commencé mon cycle, j'ai commencé par les Atriolets. Et j'ai fait des diaporamas un diaporama, sur la mise en mots, que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui. Mais ce livre, comme tous les volumes de la collection, a pour but d'essayer, pour l'auteur, de s'expliquer par des mots et par des images sur l'idée qu'il se fait de la création. C'est donc d'une certaine façon, osons ce mot horrible, un mot théorique.
Mais Elsa Triolet, qui n'était pas dépourvue d'humour, disait dans la correspondance avec sa sœur, que ma voisine Marianne a édité, elle lui disait à propos de la mise en mots, « Rends-toi compte, pour la première fois de ma vie, j'ai signé un contrat pour un livre chez un éditeur avec rien que des grands noms célèbres. Et donc, comment moi, pauvre, enfin, là c'est moi qui rajoute, comment vais-je pouvoir fourrer mon gros un de cochon dans une conversation théorique ?» Vous retrouvez cette phrase-là dans la mise en mots. Donc il y a beaucoup d'autodérision. Alors on peut dire, elle n'est pas capable, finalement, de faire de la théorie. Qu'est-ce que c'est de la théorie? C'est émettre une idée qui est valable pour soi et pour les autres. Et chacun des auteurs de la collection le fait. C'est-à-dire que chacun dit comment il conçoit la création, mais avec l'ambition que ça puisse valoir pas seulement pour lui, mais pour les autres. Bon. Alors si vous lisez mon article dans ce volume, qui est sans les images, il n'y a que le texte, donc j'ai fait autre chose avec les mots, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une intuition théorique, et pas un développement théorique, c'est pas une théoricienne, Elsa Triolet, mais parfois l'intuition va plus loin que les grands raisonnements théoriques, vous savez, académiques ou autres, et une intuition extrêmement intéressante, profonde, et donc c'est ce que j'ai essayé de dire en montrant que cette intuition-là, finalement, on la retrouvait poétiquement diffusée dans tout le volume de la mise en mots. Alors, ma première anecdote consiste simplement à dire ceci. Cette conférence, je l'ai présentée à Reims, à Épernay, à Troyes, à Château-Thierry. Je vais la présenter fin mars à Cézanne. Par exemple, à Épernay, il y avait 100 personnes. Et je vous garantis que le public ne s'est pas ennuyé, même si le sujet avait l'air au départ théorique, parce qu'il a tout de suite compris que là, on s'attaquait avec, finalement, ce qui est en question dans ce livre, à quelque chose qui est précieux pour tout le monde. Enfin, c'est un peu ce que j'essaie de faire passer. Donc, ma première anecdote, mon premier récit, c'est simplement de dire, quand on en parle, quand on écarte le plafond de verre, ça intéresse. Ça intéresse, ça reçoit de l'écho. Est-ce qu'on peut... Alors, j'ai que 5 diapos dans mon diaporama. Je suis désolée, j'ai pas fermé le mien, je crois. Oui. Je voulais vous montrer juste quelque chose qui se trouve au début de la mise en mots. Voilà, c'est ça. Alors, où est-ce que c'est pour faire défiler? Les flèches. Comme ça? Les flèches. Voilà. Ça, c'est le début de la mise en mots. Alors, ceux qui connaissent le texte de la mise en mots, vous savez qu'elle parle du langage des oiseaux. Hein, les oiseaux ne sont pas comme les êtres humains, parce que l'oiseau, si c'est le corbeau, il fera toujours cracra et il ne pourra pas faire un autre cri, alors que les humains, eux, peuvent se traduire et se comprendre d'une langue à l'autre. Bon, c'est une des idées, soit. Il y a cette image qui m'avait intrigué. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît cette image ou voit à quoi ça fait référence? Alors, soyez tranquille, hein. Avant d'avoir travaillé sur ce livre, je n'en savais strictement rien. Donc, je me suis servi de la table des matières du livre, et il est dit que c'est un fragment de Béatus de Liébana, commentaire de l'Apocalypse Saint-Sévère, milieu du XIe siècle, Paris. Bon. Donc, Elsa Triolet va chercher ça au début de la mise en mots. On a parlé tout à l'heure des images. Hein. Pourquoi? Alors, je n'avais pas résolu complètement le problème. Je ne sais pas si je l'ai résolu, mais une de mes auditrices de Reims, qui est également quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'art, suivant par ailleurs un cours d'histoire de l'art, m'a fait passer ceci. L'illustration « Oiseau sous un hôtel » est tirée du Béatus de la CE d'Urgell en Catalogne. Et ce Béatus a représenté le 5e sceau de l'Apocalypse, et les oiseaux représentent les martyrs juifs passés et à venir. Bon, là, il y a quelque chose qui passe complètement inaperçu de la lecture, on va dire,
la plus immédiate du texte. Mais il y a un jeu tout à fait intéressant avec ce que l'image peut, disons, suggérer de complémentaires. Tout à l'heure, je demandais à Bernard, on se promenait dans le moulin, et si vous connaissez les pièces du moulin, il y a un endroit par terre où il y a des inscriptions. Et il y a une inscription d'Aragon qui tout de suite m'a un petit peu alerté parce que, en gros, je n'ai pas la citation exacte en tête, mais Aragon dit que si on va dans les musées, c'est qu'il y a autre chose que les mots. C'est qu'il y a... Nous allons dans les musées, si nous, les gens de l'écrit, nous nous rendons dans les musées, c'est bien qu'il y a de l'irréductible au mot. Bon, merci pour cette citation exacte. Alors, tu m'as également appris que ça vient de l'entretien de Dresde. Je crois qu'Erika avait fait quelque chose là-dessus il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, les entretiens avec Jean Cocteau, ça doit dater de 53, non, c'est pas ça hein. Bon, d'accord. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que finalement, ce que dit Aragon dans cette citation, c'est exactement la même chose que ce qu'approche intuitivement Elsa Triolet dans la mise en mots, mais pour lequel elle invente un mot qui est le mot arrière-texte. Le mot arrière-texte, sur lequel nous avons beaucoup travaillé à Reims depuis 9 ans, ça fait 9 ans que nous travaillons collectivement là-dessus, c'est finalement un mot qui essaye de penser que quand on écrit des livres, eh bien, on se souvient forcément des textes qu'on a lus et qu'on a entendus. Alors, dans l'ancien temps, vous savez, on croyait que l'auteur était inspiré, que c'était un génie, etc., qui sortait tout ça de son génie. Après, dans les années 60 du XXe siècle, on s'est aperçu qu'il fallait approcher la chose un peu plus scientifiquement. Et il y a une universitaire très célèbre dans le petit monde universitaire qui est Julia Kristeva, qui a proposé le terme d'intertextualité. Donc le terme d'intertextualité, ça veut dire que dans un texte, il y a toujours des renvois à d'autres textes. Elsa Triolet propose, à peu près au même moment, de penser aussi arrière-texte. Non pas qu'il n'y ait pas d'intertextualité, mais les mots ne disent pas tout. Et en particulier l'image dit toujours beaucoup plus que ce que dit le mot. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là, il y a plein de penseurs importants, d'écrivains, qui finalement l'ont approché, chacun à sa manière, ont retrouvé cette idée-là. Dans le volume que nous avons présenté aujourd'hui, il y a toute une partie, il y a en particulier une étude de Jean-Pierre Montier, de l'Université de Rennes, qui est un spécialiste des rapports entre texte et image, et qui montre bien ça. Voilà, ça j'ai fini avec ma première anecdote, mais la deuxième, c'est celle qui contient une énigme, parce que je n'ai pas résolu tout. Mais je compte sur vous. Mais vous allez voir aussi pourquoi c'est une énigme, il faut que je remonte. Non, ça va marcher. Voilà. Alors, vous avez à l'écran les 26 volumes des Sentiers de la création. Bon, comme c'est écrit un tout petit, je vais le dire pour ceux qui ne peuvent pas lire. Hein. Que des grands noms, disait Elsa Triolet. Hein. Numéro 1, Elsa Triolet. Premier volume. Deuxième volume, Aragon, Je n'ai jamais appris à écrire, ou Les Incipits. Ensuite, Michel Butor, Eugène Ionesco, Roland Barthes, Roger Caillois, Starobinski, Simon, Prévert, Picon, Ponge, Pierre de Mondial. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a du rouge et du noir. Tout simplement parce que les textes en rouge, c'est ceux sur lesquels j'ai déjà fait mes conférences. Et ceux qui sont en noir, je ne les ai encore pas étudiés. C'est pour ça que je n'ai pas toutes les clés. La suite. Asturias, Le Clésio, Bonnefoy, Paz, Char, Michaud, Dubuffet, Masson, Lévi-Strauss, Bacon ou Bacon et Miro. Ça, c'est dans l'ordre chronologique. Vous voyez que je n'ai pas suivi un ordre chronologique. Je suis l'ordre de mon bon plaisir. Et Elsa Triolet avait raison de dire que du beau monde, 4 prix Nobel quand même. 4 prix Nobel, des professeurs au Collège de France. Par exemple, le livre de Lévi-Strauss est extraordinaire. Hein. Donc, il ne s'agit pas de dire un tel est meilleur que tel autre. Ce n'est pas l'objet.
La seule chose que je veux faire remarquer pour commencer, mais vous l'avez peut-être observé, c'est que dans toute cette belle série, il y a combien de femmes? Il y en a une. Et une seule. Bien. Alors on pourrait se dire, ah bah oui, c'est l'erreur du casting. On pourrait penser ça, hein? Vous allez voir après. En fait, ce qui m'apparaît, j'en suis au 16e. Actuellement, je termine la préparation de ma conférence sur André Pierre de Mondiargue, qui est dédiée à une femme, sa femme, artiste peintre, et ça s'appelle Bonnat, l'amour et la peinture. Et là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a des analogies extrêmement intéressantes entre le couple Triolet-Aragon et le couple Mondiargue-Bonnat. Bien. Voilà donc la seule femme. Ce que je peux dire, puisque j'en ai étudié 16, c'est que par rapport aux autres, je n'ai pas du tout envie d'établir un palmarès, mais ce livre soutient la comparaison. C'est-à-dire qu'il n'est pas inférieur ni supérieur, il est différent, mais il soutient la comparaison. Ça me paraît suffisant. Maintenant, j'en arrive à ma curiosité du jour. Non, quand même, il faut que je dise quelque chose sur la collection. Elle a été fondée par Albert Schira. Peut-être savez-vous qui était Albert Schira. Pour ceux qui auraient oublié, je rappelle que c'était un éditeur suisse qui a publié notamment Picasso, c'est-à-dire qui a demandé à Picasso d'illustrer je recherche exactement ce que c'était, hein, voilà, les métamorphoses d'Ovide. Il a demandé à Matisse, ça c'était dans les années 30, hein, d'illustrer Mallarmé, vous voyez les plus grands peintres de l'époque. Hein. Il a demandé à Salvador Dali d'illustrer les chants de Maldoror. Donc on peut dire qu'Albert Schira, c'était un précurseur de la fécondité du rapport entre le texte et l'image. Les Suisses, d'ailleurs, ont beaucoup à nous apprendre en ce domaine des éditions à la fois avec texte et image. Ils fondent une revue ensuite qui s'appelle Minotaure. Il va y avoir aussi les écrits de Malraux, toujours avec des images, dont notamment le fameux musée imaginaire en 1947. Et en 1969, il lui vient l'idée de fonder la collection Les Sentiers de la Création. Avec un contrat simple, chaque grand créateur devra essayer d'exprimer ce qu'il pense des ressorts de la création en utilisant des mots et des images. Il s'adjoint l'aide de Gaëtan Picon, qui était, on peut dire, avec lui le co-directeur, et Gaëtan Picon est un grand universitaire, hein, il avait été premier à l'agrégation de philo, et ensuite il s'est reconverti, on va dire, dans le rapport finalement passionnant entre la philosophie et la littérature. Hein, donc Gaëtan Picon, on va dire que c'est un essayiste et critique d'art. Vous voyez un peu avec les gens que ces deux personnes ont évité. Si on voulait les situer grossièrement, on dirait que c'est des gens de gauche. Vous voyez ce que je veux dire un peu. Intellectuels de gauche, progressistes, tout ce que vous voulez. Hein. Bon. Par exemple, Gaëtan Picon a collaboré, pour ceux qui connaissent, qui ont des souvenirs de la dernière guerre, hein, aux revues comme Confluence et Fontaine. Voilà, pour situer. Maintenant, je vous montre la curiosité du jour. Voilà. Ça, c'est le rabat de couverture de la collection Schira. Je les ai tous achetés, donc ça, je peux vous garantir que c'est bon. À gauche, vous avez le 12e, le Mondiargue. Et à droite, vous avez le 13e, la Leczinski. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, si vous arrivez à lire. On n'arrive pas à lire. Vous n'arrivez pas à lire, mais ceux qui sont prêts vont. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Après Aragon. Voilà. Donc, pendant les 12 premiers volumes, on a suivi l'ordre de parution des livres. C'était toujours Elsa Triolet en 1. À partir du 13e,
pour des raisons que je ne suis pas capable d'analyser complètement, je n'ai pas encore tous les paramètres, mais chacun d'entre nous peut s'en faire une idée, à partir du 13e volume et jusqu'à la fin, Aragon, Elsa Triolet n'est plus en tête. Alors, première... C'est l'ordre alphabétique. Non, elle apparaît en deuxième. Elle apparaît, regardez, en deuxième. C'est pas l'ordre alphabétique. Oui, c'est Aragon. Alors, on peut avancer une première explication très sommaire. À un moment donné, il est apparu, je ne sais pas à qui n'étaient pas des gens de droite, que mettre Elsa Triolet en premier, avec tous ces gens très bien derrière, bah, c'était plus possible. Voilà. Je livre ce fait d'édition à votre réflexion. Il me paraît extrêmement révélateur, finalement, de la façon dont on fabrique les réputations d'écrivains. Les réputations d'écrivains les lectures sont orientées par les éditeurs. N'oubliez pas que les éditeurs sont les premiers lecteurs des livres. Par exemple, un éditeur peut très bien dire à un auteur, je connais le cas parce que j'ai un ami là qui va venir à Reims nous présenter une pièce de théâtre au mois de mai, que l'éditeur Flammarion lui a refusé le titre de son livre. C'est un livre sur les poètes disparus à la Grande Guerre, et il voulait l'appeler la forêt des poètes disparus, parce qu'il y a une forêt qui a été plantée dans le sud de la France, justement en mémoire de tous ces poilus écrivains qui sont morts à la Grande Guerre, et Flammarion a dit non, ça s'appellera Bleu Horizon. Ça s'appellera Bleu Horizon. Vous voyez comment le monde de l'édition fabrique la lecture. Ah ben j'ai la même. Voilà. Donc, cette anecdote, je voulais vous la livrer, vous la raconter. Et puis j'en ai une troisième en prime, mais bon, peut-être que... Alors, la dernière en prime, c'est celle-ci. C'est l'histoire de deux femmes qui venaient de l'Est. Il y en avait une qui s'appelait Elsa Triolet. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis l'autre s'appelait Julia Kristeva, j'en ai dit un mot avant. Voilà, alors il y en a une, elle est femme, elle est juive, mais le pire de tout, c'est qu'elle est communiste, même si elle n'a pas sa carte au parti, tout le monde s'en fiche. Elle a l'étiquette pendue autour du cou. Et il y en a une autre, Julia Kristeva, qui est qui vient de Bulgarie, donc qui a quitté le bloc de l'Est en 1966. Pour ceux qui auraient oublié qui était Julia Kristeva, je fais une petite parenthèse. Julia Kristeva arrive en France en 1966. C'est une très brillante universitaire qui n'avait certainement pas été aidée dans son pays, la Bulgarie, qui ne brillait probablement pas par son ouverture d'esprit, y compris au niveau universitaire et autres. Donc elle arrive en France, et elle arrive dans le séminaire de celui qui est à ce moment-là la figure montante de l'université française, qui est Roland Barthes. Et Kristeva arrive en 1966 dans le séminaire de Roland Barthes, et elle éblouit le séminaire par la révélation qu'elle fait aux universitaires présents de l'œuvre d'un théoricien russe qui s'appelle Mikhail Bakhtin. Alors, Mikhail Bakhtin, c'est celui qui a dit que les œuvres étaient dialogiques. C'est-à-dire que dans une œuvre, il n'y avait pas qu'une voix, mais qu'il y avait toujours plusieurs voix qui se mêlaient. Alors, du dialogisme, Kristeva a fait le mot qu'elle a inventé, qui est le mot intertextualité. Ça fait 40 ans que l'intertextualité a révolutionné les études universitaires en France. Il n'y a pas un universitaire qui peut aujourd'hui se permettre d'ignorer ce terme. Au même moment, en 69, mais c'était déjà en gestation depuis 3-4 ans, dans le couple Aragon-Triolet, Elsa Triolet propose l'arrière-texte. Il y en a un qui a supplanté l'autre. Je ne suis pas en train de dire que l'intertextualité a supplanté l'arrière-textualité pour des raisons politiques. C'est pas si simple que ça. Mais il y a quand même quelque chose. Parfois, vous avez des idées excellentes. L'intertextualité est une idée très féconde et très riche, mais vous avez des idées qui
finissent par étouffer le domaine de la pensée et de la recherche. Et à côté de l'un, il y a place pour l'autre. Et c'est un peu l'idée qu'on a travaillé à Reims collectivement, puisqu'il y a quand même une vingtaine d'universitaires un peu du monde entier qui sont venus là aussi travailler là-dessus, et qui se sont aperçus et qui nous ont proposé des pistes pour penser cette notion d'arrière-texte comme quelque chose qui va bien au-delà de l'intertextualité et qui est peut-être fondamental pour comprendre justement le mécanisme de création. Voilà, donc c'était cette histoire de ces deux artistes. Et pour ne pas abuser de votre temps, car il est 5h moins 10, je veux quand même vous dire qu'en travaillant sur André-Pierre de Mandiargue, vous dire quand même, je vais arriver à vous lire un texte. Alors, Mandiargue est un surréaliste de l'après-guerre. Il rejoint Breton au moment où la plupart des grands surréalistes sont soit morts, soit sont partis. Aragon s'est éloigné, Éluard meurt rapidement en 1952, Desnos est mort à la guerre, etc. J'en passe. Artaud est mort peu de temps après la guerre. Et voilà Breton qui revient en France de son exil aux États-Unis en 1945, et avec qui il va continuer l'aventure surréaliste. Il n'a plus que des seconds couteaux. Sauf qu'il y a quand même quelques bons écrivains, c'est-à-dire des gens qui ont une plume et une pensée, mais ce ne sont plus des surréalistes complètement orthodoxes, ce sont ce qu'on appelle des surréalistes à distance. Vous avez par exemple Gracq, vous avez René Char et vous avez Mandiargue. Alors ce qui m'a intéressé en disant Mandiargue, c'est que donc Mandiargue était proche de Breton. Et vous savez peut-être aussi que jusqu'en 1966 à sa mort, Breton n'a jamais voulu revoir Aragon. Alors qu'on sait qu'Aragon a fait des efforts en cette direction, Breton n'a jamais voulu revoir Aragon. Donc on aurait pu penser que Mandiargue avait épousé en quelque sorte le point de vue de Breton, qui n'est pas avec moi et contre moi, etc. Non. Et par exemple, Mandiargue fait paraître une critique extrêmement élogieuse de Henri Matisse Roman. Et en 1970, au moment de la mort d'Elsa Triolet, j'ai trouvé ça dans l'œuvre poétique d'André-Pierre de Mandiargue. Eh bien, il publie un poème. Donc, c'est un écrivain digne de considération et d'intérêt qui écrit ce livre, ce poème qui s'appelle « En souvenir d'Elsa Triolet ». Je vais donc vous le lire. Contrepoids de la pesanteur, un regard pur de tout nuage envoyait en l'air une ville, un monde intolérable. L'intelligence illumine à proportion qu'elle brûle, suivant le trait ascendant de l'esprit révolutionnaire, qui est la forme impersonnelle du flambant feu de l'amour, où la femme est soudée à l'homme. Exemplaire de mes paroles est un nom vrillé en nous, par une ardente spirale, ce nom que vous pourriez penser de cristal de fleurs ou d'oiseaux, de roses ou de rossignols, le beau nom d'Elsa Triolet. À la source qui s'est tue, les peuples ne cesseront pas de suivre une claire voix qui avait surgi au point où se lèvent les soleils et dont le sillage ou l'écho serviront de guide encore à tous ceux qui, comme nous, n'ont pas besoin d'être mages pour entendre la vive étoile qui monte à l'orient de leur cœur. Voilà, c'est écrit en 1970, donc forcément après le 16 juin. Voilà. Merci à vous pour votre présence. Vous n'avez pas de remarques, de questions à poser à nos amis. Moi, je vais ajouter deux anecdotes, si vous permettez, mais qui, je crois, confirment aux anecdotes rapportées. Un vieux camarade du Parti communiste de Saint-Denis m'a retrouvé le sténogramme de la journée que Aragon et Elsa Triolet ont passé à Saint-Denis le 25 février 1959, qui est illustré ici dans leur maison. Vous savez, la photo, le dessin avec la tête coupée. On en finira donc jamais avec ces intellectuels. Et ce sténogramme raconte, alors il a vécu la journée, ils sont invités à Saint-Denis par la section du Parti communiste français, pas par le maire communiste,
par la section du parti. Ils viennent là. Bon. Alors ils viennent là parce que Aragon a écrit la Semaine Sainte, et le début de la Semaine Sainte fait un passage par Saint-Denis. Et puis Elsa Triolet, en écrivant Le Rendez-vous des étrangers, s'est beaucoup intéressée à un quartier de Saint-Denis et d'Aubervilliers qu'on appelait la Petite Espagne, et où il y avait là, grâce à Solidarité communiste, il y avait là beaucoup de réfugiés républicains espagnols. Et alors, donc, le soir, il y a une réunion à ce qui est devenu maintenant le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, et Aragon et Elsa Triolet vont prendre la parole. Le texte d'Aragon est connu parce qu'il l'a publié, ça s'appelle Paroles de Saint-Denis, et il l'a publié dans un livre qui s'appelle J'abats mon jeu. Mais le texte d'Elsa Triolet n'est pas connu du tout. Et il commence par cette formule que je vous cite parce qu'elle est très typique de ce qu'on a dit sur Elsa Triolet, sa gentillesse, sa simplicité. Elle s'adresse aux gens qui sont là et elle dit « Si vous permettez, je vais mettre mes lunettes sur mes yeux d'Elsa. » Donc ça c'est les yeux d'Elsa, d'accord, mais enfin voilà. Donc ça c'est le sténogramme. Et puis la deuxième chose, c'est une confidence que m'a faite un résistant gaulliste qui a été longtemps un ami de cette maison, un ami d'Aragon et d'Elsa Triolet, et qui est Jean Dutour, grand écrivain aussi, membre de l'Académie française, qui est venu ici et qui m'a révélé comment les résistants, et en particulier il avait une vingtaine d'années, dans les années de guerre et donc de résistance, comment les résistants gaullistes appelaient les yeux d'Elsa. Ils les appelaient les pupilles de la nation. Alors, vous voyez, il y a à la fois, dans les pupilles de la nation, il y a à la fois les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, mais il y a aussi quand même cette idée très juste, c'est qu'on a longtemps cru, mais il y a un truc qui est stupéfiant, quand on demande ici souvent à nos visiteurs quel est le poème de résistance d'Aragon qui est pour vous le plus connu. Pour ceux qui connaissent un peu, il y en a beaucoup pour qui, bon, ça ne dit plus rien, mais il y en a beaucoup qui disent les yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa. Alors vous dites, bah, oui, mais comment un poème qui s'appelle Les yeux d'Elsa peut-il être un poème de résistance? Parce que Les yeux d'Elsa, c'est un poème d'amour. Hein, c'est là qu'est, à mon avis, le plus beau vers de la langue française. Hein, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Vous dites ça à une femme que vous aimez, elle fond en larmes et elle vous saute au cou. Bon. Donc, c'est un poème d'amour. Comment pouvez-vous dire que c'est un poème de résistance? Alors, je crois que là, il faut voir, hein, enfin, je le dis sous contrôle de nos amis, mais il faut voir que ce poème est entouré, Les yeux d'Elsa, est entouré d'autres poèmes qui portent tous le titre de La nuit. La nuit d'exil, La nuit de mai, La nuit de Dunkerque, La nuit de Dunkerque, c'est-à-dire Dunkerque, la plage, etc. La nuit en plein midi, c'est-à-dire l'occupation. Donc vous voyez que du coup, le poème Les yeux d'Elsa, chant d'amour, etc., devient les yeux qui voient clair, dans une période de nuit en plein midi. Et vous voyez comment, quand les résistants gaullistes disent les pupilles de la nation, d'une certaine manière, ils comprennent bien, même si c'est pour signaler un peu ras-le-bol, ils comprennent bien qu'en réalité, c'est pas un poème d'amour, c'est un poème qui a l'air d'être d'amour, mais qui dit la résistance, les pupilles de la nation. C'est la nation qui voit clair, la nation. Et qu'Aragon ait pu, alors et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, ait pu faire d'Elsa le symbole même de la nation au moment où elle était opprimée, et où c'est donc une femme, une juive et une étrangère, enfin d'origine étrangère, qui devient le symbole de la France, vous voyez, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très significatif de cette époque et peut-être de la vôtre. Et de toute façon, l'achat même de cette maison correspondait à une envie d'Aragon qu'Elsa soit propriétaire d'un petit morceau de France. Oui, mais
Oui, ça, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est vrai. Oui, non, c'est ce qu'on dit. La réalité, telle qu'Elsa l'a dit, c'est qu'à l'époque, au moment où ils acquièrent ce bien, Aragon est privé de ses droits civiques. Hein, il a été sanctionné. Et donc Elsa dit à sa sœur, dans une lettre, on ne sait pas bien ce que ça veut dire pour les banques, si des fois on ne peut plus, parce qu'il faut emprunter pour acheter ici, peut-être qu'on ne pourra pas emprunter, c'est pour ça qu'on a tout mis à mon nom. Et puis, surtout, elle dit aussi dans sa correspondance que c'est grâce à l'argent de son prix Goncourt à elle qu'ils ont pu acquérir ce moulin. Donc les rôles ont été ensuite inversés. Voilà. Chers amis, merci de votre présence. Merci à vous. C'est très sympa et ça fait du bien. Des après-midi comme ça. Nous avons là le livre dont nous avons parlé. Alors vous avez compris, lisez et faites lire Elsa Triolet.